Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale de fin d'année. Début d'année, nous allons donc nous permettre à toi, Jean-Emmanuel, Jean Fils-Aimé et moi-même, Jean-Ernest Pierre, de vous présenter un bilan de l'année 2022, une année extrêmement difficile, mais une année 2023 naturellement qui doit être meilleure que l'année 2022. Alors, messieurs, Jean-Emmanuel Pierre, Jean Fils-Aimé, bonjour. Bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. Bonjour Jean-Ernest, bonjour Jean. Bonjour et bonne année. Alors, messieurs, nous allons débuter tout simplement avec le premier événement de l'année 2022, en février, vers le 24 février, ce que tout le monde voyait venir et que Jean-Emmanuel me disait, mais non, ce que tu vois là, ce n'est pas ce que tu vois, Jean-Ernest, c'est une démonstration de force que veut faire Vladimir Poutine. Et pourtant, les États-Unis nous avaient averti qu'avec 150 000 hommes de troupes aux portes de l'Ukraine, la Russie allait envahir l'Ukraine. Premier événement majeur donc de l'année 2022, c'est la Russie qui a décidé d'envahir l'Ukraine. Naturellement, on dira un petit peu plus tard que c'est pas la guerre à laquelle s'attendait Vladimir Poutine, mais il a la guerre qu'il a cherchée, messieurs. Il y a deux choses. La première, c'est que j'ai été, je l'avoue, j'ai été surpris par la déclaration de la guerre par l'invasion ou l'attaque de la capitale par Vladimir Poutine. Pour deux choses. D'abord, je pensais que, comme lui avait demandé certains de ses alliés, qu'il allait évaluer un peu plus longtemps la situation avant d'y aller d'une manière quelconque pour une guerre avec l'Ukraine. La deuxième chose, quand j'ai entendu, et je l'avais souligné, quand j'ai entendu la déclaration d'indépendance de Donetsk et de Louhansk, je me suis dit que sa démarche visait à sécuriser ces deux provinces indépendantistes et les ramener, c'est-à-dire s'assurer que le Donbass est sous contrôle, que le Donbass maintenant fasse partie de la Russie. Quand il a commencé par s'en prendre à la capitale ukrainienne, à Kiev, je me suis dit, c'est peut-être pour déstabiliser, là encore j'essaye de le suivre, c'est peut-être pour déstabiliser le haut commandement. Tu as la présidence qui est à la capitale, tu as le haut commandement de l'armée qui est là, tu as les principales pistes aussi qui se trouvent à Kiev. Je me suis dit, c'est peut-être ça en termes de stratégie. Mais quand il a commencé à attaquer sur plusieurs fronts en même temps, donc je ne pouvais plus continuer d'évaluer la possibilité de sécuriser un acquis comme Donetsk et Louhansk, c'est-à-dire deux acquis comme Donetsk et Louhansk, c'est-à-dire le Donbass, ni je ne pouvais pas parler non plus de la déstabilisation du haut commandement. J'ai commencé à me dire où est-ce qu'il veut aller. Mais en termes de stratégie, comprenez une chose par la suite, j'ai compris que Vladimir Poutine voulait tirer sur plusieurs points, essayer de disperser la force de l'ennemi pour ne pas laisser une concentration, etc. Et naturellement, Jean-Emmanuel, je reconnais que je me suis trompé parce que je ne pensais pas que Vladimir Poutine allait attaquer l'Ukraine au moment où il l'a fait. C'était une possibilité, c'était dans les cartes. Mais au moment où il l'a fait, non, je me suis trompé. Et Jean Fils-Aimé va te dire que tu t'es trompé sur toute la ligne, surtout au moment où Vladimir Poutine a décidé de frapper la capitale Kiev. Au fait, moi aussi, je me suis trompé. Pas sur la possibilité pour Poutine d'entrer en Ukraine. On l'a déjà vu faire la chose avec un Barack Obama au pouvoir. Il est entré en Crimée, la chose était réglée. Sauf que, au regard de l'histoire, Pierre, quand on regarde, exemple, la Seconde Guerre mondiale, quand on veut déstabiliser un État, ce qu'on fait, on le décapite. C'est-à-dire, on entre dans la capitale, ce qu'il a fait, et on arrête des membres du gouvernement, question de déstabiliser. Il est entré à Kiev, mais il a laissé le président, il n'a touché à aucun membre du gouvernement, en sorte que je me suis dit, tiens, n'étant pas militaire, n'étant pas formé en stratégie militaire, il doit avoir quelque chose de plus grand en vue. Et avec le temps, on s'est vu que, en croyant
faire de la diversion pour l'ennemi, mais c'est plutôt lui qui s'est affaibli. En multipliant les points de frappe, s'est rendu que même les villes qu'il avait conquises, il les a perdues par la suite parce que il avait donné l'impression qu'il avait une armée, lâchons le mot, innombrable, mais on s'est rendu compte que non. Son arsenal était peut-être moins fort, limité. Donc, tout arsenal est limité, mais son arsenal était peut-être moins fort que les chiffres nous le laissaient comprendre. Si bien que, moi j'étais là encore surpris, il y a 2 jours, il a tenu son adresse à la nation, et j'étais tellement surpris de me faire dire par la traductrice que Poutine dit qu'il est prêt à négocier, mais que c'est l'ennemi qui n'est pas prêt à négocier. Messieurs, il y a une règle, je termine. oui. Tu négocies quand tu es fort. Bon, alors messieurs, Donc, on va de surprise à surprise. allons-y. C'est sûr qu'on va manquer de temps pour faire cette émission. Il y a tellement de grands événements qui ont marqué l'année 2022. Allons-y avec l'objectif, allons-y avec le but de cette attaque de l'Ukraine, alors que tout le monde disait que la Russie, en tout cas mes camarades proches, Jean Fils-Aimé, tu suis mon regard, qui disaient que la Russie doit se protéger parce que les nombreuses attaques dont la Russie a déjà été l'objet dans le passé venaient de ce point-là là, du monde, n'est-ce pas? C'est des points importants à sécuriser, etc. Et Vladimir Poutine va parler de dénazifier l'Ukraine, etc. Et surtout éviter avec une guerre comme ça, par une guerre comme ça, de faire en sorte qu'il y ait des troupes de l'OTAN à se retrouver aux portes de la Russie. Eh ben, si Vladimir Poutine cherchait à authentifier, je m'excuse, n'est-ce pas, la région, eh ben, il a réussi de fort belle manière parce que de plus en plus de pays proches de la Russie vont décider tout simplement de rentrer, de frapper aux portes de l'OTAN. Mais tu as 2 choses qu'il ne faut pas oublier. D'ailleurs, le souci de Vladimir Poutine de protéger le territoire russe, son pays, c'est un souci que justement la guerre et la perpétuation de la guerre justifient. Okay? On s'est rendu compte que c'est une guerre de l'Occident contre la Russie par Ukraine interposée, comme je l'avais analysé au début. C'est-à-dire que... Et ça ne change pas. Absolument, ça ne change pas. Et cette guerre qui aurait pu connaître une fin 20 fois plutôt que déjà, se poursuit parce que l'Occident veut en finir avec le régime de Vladimir Poutine. Maintenant, Vladimir Poutine à plusieurs reprises, et je sais qu'il y a des négociations on sait qu'il y a des négociations qui étaient engagées entre des membres du gouvernement, entre le gouvernement ukrainien, l'Union européenne, en France, j'allais dire, une négociation qui avait connu une avancée les plus considérables. C'était celle menée par la France, beaucoup plus que celle menée d'ailleurs par Recep Tayyip Erdogan. Et ces négociations sont arrivées au point où on était prêt à gérer la question du Donbass et gérer la question de l'indépendance de Donetsk et de Luhansk. Sauf que, non, l'OTAN, qui est un vestige du passé qui ne veut pas mourir, qui aurait été censé d'ailleurs mourir en même temps que le pacte de Varsovie, le pacte de Varsovie, l'OTAN que des membres de l'Union européenne, la France en particulier, Emmanuel Macron a traité d'espèces de parodie. De cadavres sous respirateur artificiel. Chez nous, qu'on dit de Moya Baïpiku. Et l'OTAN s'est retrouvée en train de pousser cette guerre et de se redevenir un axe important de décision. Et quand tu parles de pays, par exemple, qui ont décidé de demander des adhésions à l'OTAN, je te signale que ça fait partie d'un scénario général. Alors, Jean Fils-Aimé, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, encore une fois, on va dire, d'ailleurs, on traîne beaucoup là-dessus, là. Je pense que Jean-Emmanuel l'a dit, mais
qui a fait le travail à la place de l'OTAN si ce n'est Vladimir Poutine ceci qui près, Jean, va donner oui, un peu de respiration à l'OTAN, artificiel, justement. mais à ceci près que tu notes que, mon Dieu, 10 mois plus tard, puisque la guerre a débuté, tu l'as dit, 23-24 février, nous sommes en janvier déjà, donc 11 mois plus tard, l'Ukraine n'est toujours pas membre de l'OTAN. Donc il y a une ligne aussi que l'Occident ne veut pas traverser. Mano l'a dit, l'Occident fait... Et ça, c'est tout à l'honneur de l'Occident. Je sais pas. C'est tout à l'honneur de l'Occident parce que, messieurs, il me semble que s'il y a un pays de l'OTAN qui est attaqué, ben, selon les règles de l'OTAN, on doit rentrer en guerre officiellement et l'OTAN ne veut pas entrer en guerre officiellement. Et Jean-Emmanuel l'a dit, on est d'accord que c'est une guerre de l'Occident contre la Russie par l'Ukraine interposée. On est tous d'accord avec ça. Alors, mais Jean, dans la vie, soit qu'on fait pas. Tout le monde sait que, quand on dit guerre de l'OTAN, ce sont les États-Unis qui arment, parce que les États-Unis en ont les moyens. Ce sont essentiellement les États-Unis qui arment, n'est-ce pas, l'Ukraine, même si, évidemment, après beaucoup d'hésitation, l'Allemagne a décidé d'y aller aussi avec quelques armements. Qui dit, n'est-ce pas, l'Angleterre, donc le Royaume-Uni, dit essentiellement, là aussi, les États-Unis. Donc, c'est la guerre des États-Unis avec ses suiveux, donc le Canada, l'Empire britannique, etc., contre la Russie. Mais Zelensky, comment il s'appelle, Volodymyr Zelensky, n'arrête pas de demander « je veux être membre de l'OTAN ». Et il n'est pas fou. Qu'est-ce qu'il a en tête? C'est parce que si je deviens membre de l'OTAN, désormais, vous n'allez plus devoir m'envoyer des armes, vous allez vous battre pour moi. Et si l'Occident veut vraiment gagner cette guerre, mais qu'il fasse de l'Ukraine membre de l'OTAN. Alors, ça sera, messieurs, une dernière petite phrase. Oui. Et c'est une phrase intéressante. Il y a exactement 2 ou 3 semaines, je pense que Pierre-Emmanuel l'avait commenté, c'est l'un des généraux 5 étoiles de l'armée américaine qui a dit à Volodymyr Zelensky, ça y est, vous devez négocier, car vous ne pourrez pas gagner cette guerre. Alors, messieurs, elle est nécessaire et on va y aller. Messieurs, on s'entend et puis on ne fait pas de partisanerie en disant que la seconde armée la plus puissante au monde qui s'en prend à une armée de pacotille, n'est-ce pas, devrait gagner cette guerre, comme tu as dit, Jean-Emmanuel, 20 fois plus vite et elle n'est toujours pas gagnée 20 fois plus tard. On s'entend que qui ne gagne pas perd. Dans ce cas-ci, qui ne gagne perd, qui ne gagne pas parce que Vladimir Poutine aurait dû gagner cette guerre. Ça fait longtemps. Vladimir Poutine n'est pas allé en guerre contre l'Ukraine pour avoir une telle résistance. On s'entend, messieurs, mais on ne sera pas d'accord. Non, Jean-Emmanuel, on va continuer avec l'Ukraine encore pour parler de l'inflation qu'a créé cette crise, justement, parce que Vladimir Poutine et la Russie sont les fournisseurs essentiels pour la région, pour l'Europe, n'est-ce pas, de gaz et d'électricité pour la plupart de ces pays proches en Europe, n'est-ce pas? Or, Vladimir Poutine a essayé de jouer aussi sur le tableau de gaz, etc. On a vu toutes sortes de stratégies qui auraient été utilisées par Vladimir Poutine, par l'Europe également. Mais messieurs, la mauvaise nouvelle, c'est que maintenant qu'on disait que l'hiver allait permettre un certain répit aux Ukrainiens, parce qu'en hiver, on va moins se faire la guerre. Mais la guerre continue de plus belle. Et puis, les Européens qui dépendaient du gaz de la Russie semblent se tirer d'affaire pas mal. Or, la mauvaise nouvelle, c'est que si un hiver passe et que les Européens arrivent à s'en tirer d'affaire sans le gaz, en tout cas le maximum de gaz russe, ça sera une très mauvaise nouvelle pour Vladimir Poutine, on s'entend. Je ne sais pas. Je vais te dire pourquoi. D'abord, il y a toute, j'aime rappeler, toute la propagande, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une guerre est faite sur 2 fronts, est menée sur 2 fronts.
le fond de la guerre en tant que tel et la communication. Et justement, la grande orpheline, la grande victime de la guerre, c'est la vérité. Okay? Et ce qu'il faut comprendre dans ce qui est en train de se passer, c'est, puisque tu évoques la question du gaz, je le disais, quel intérêt Vladimir Poutine avait à faire sauter Nord Stream? Puisque ça lui amenait de l'argent, ça alimentait le fonds de guerre. Mais ce qui avait été présenté, c'est que Nord Stream avait été explosé par la Russie. Ça ne faisait pas de sens, mais bon, pour par la suite, dès qu'il y a eu ce rapport d'une organisation internationale affirmant que Nord Stream avait été explosé, on n'est pas allé plus loin pour déterminer les responsabilités. C'est la même chose par rapport à ce missile qui est tombé à la frontière avec la Pologne. Ça vient de la Russie. C'est ça. Et c'était censé être un missile qui venait de la Russie. Et là, une fois qu'on s'est rendu compte que c'était ukrainien, d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, tu parlais de... Messieurs, nous parlons de stratégie de guerre. Il a remis en question le rapport de l'international sur le fait que c'était un missile ukrainien. On a dit, tu es en train de dépasser les bornes, tu joues un rôle. Messieurs, nous parlons de stratégie. Jean-Emmanuel, tu as dit que dans la guerre, il y a la guerre, il y a la propagande de la guerre. Et ça c'est des deux côtés. Messieurs, nous parlons d'inflation. Oui. Nous parlons d'une situation qui nous attaque vraiment à nous tous. Oui. Ceux qui sont très loin de ce terrain de guerre, n'est-ce pas? Comme nous, en Amérique, nous subissons avec un coût de l'essence à la pompe qui a touché quoi? Les $2,30 et 40 au plus fort? Bon, alors, cette guerre nous a touchés et ça a créé une inflation à travers le monde et des produits de première nécessité, alimentaires, produits par l'Ukraine et dont dépendent encore des pays d'Afrique. Ces produits-là étaient les plus rares. Pas juste l'Afrique, le blé. La Russie, c'est le plus grand producteur de blé, de fournisseur, bien sûr. Maintenant, disons cela. L'inflation, je ne vois pas comment l'inflation peut faire du mal à la Russie, parce que n'oublions pas, prenons l'exemple de la France. Dès que le coût du carburant à la pompe, par exemple, monte, Macron va avoir toutes les misères du monde pour gérer un peuple aussi fondeur que les Français. Et il ne s'agit pas seulement de la France, il s'agit essentiellement de tous les pays européens qui dépendent pour leur énergie du gaz russe. Et donc, quand il y a inflation, quand le prix monte, à terme, ça va faire du bien aux Russes. Maintenant, étant donné que la guerre dure déjà depuis 11 mois maintenant, les Européens avaient le temps de voir venir cette crise-là et de trouver toutes sortes de succès d'année. Mais Jean, tu as dit tout à l'heure, le fait par Vladimir Poutine de vivre une guerre de 11 mois, tandis qu'apparemment il souhaitait quelque chose de plus court, ne signifie pas nécessairement qu'il n'appellera cette guerre. Je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Dès le début, cette guerre prendra fin par qu'on le veuille ou non, par une sécession du territoire. Messieurs, est-ce que... On va devoir négocier. Ouais. Les gens, c'est toujours comme ça. Ouais. On va négocier entre grands pays. Sur la tête. Et Volodymyr Zelensky n'aura pas nécessairement un droit. Alors, messieurs, moi-même, je sais que la plupart de mes camarades, je dirais pas les deux en présence, n'aiment pas les États-Unis parce que, bon, en fait, ils vont aux États-Unis et puis ils ont des membres de la famille qui vivent aux États-Unis, etc. Alors que nous n'avons absolument aucun membre de notre famille vivant, mais est-ce que je peux terminer, messieurs? Est-ce que je peux terminer? C'est le territoire américain et les Américains, n'est-ce pas, qui sont proches de nous, etc. Donc, on est censé juste essayer de comprendre ce qui se passe. Et quand quelque chose se passe dans le mauvais sens, on est en mesure de critiquer, de demander des changements, tandis que ailleurs, bon, il n'y a pas de changement possible. Cela dit, messieurs, il reste que nous devons toujours, lorsqu'il s'agit de critiquer la prestation d'un président américain
comme Donald Trump qui a mal fait, comme George Bush qui a attaqué l'Irak, etc. Est-ce que nous sommes capables aussi de critiquer un président qui, en apparence, juste pour ne pas faire de guerre, parce qu'il n'a pas fait de guerre, qui attaque un autre pays, l'Ukraine, n'est-ce pas? Et d'un autre côté, nous avons, proche de nous, de l'autre côté de la frontière, un président qui dit, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver, un, deux, trois, mais surtout, le dernier mot, c'est lui qui l'a dit. Je ne pense pas qu'il l'ait inventé, le président américain, en disant, on ne commence pas une guerre nucléaire, parce qu'il était question aussi de guerre nucléaire pendant toute cette guerre, n'est-ce pas? Au début, surtout vers le milieu d'une guerre nucléaire, n'est-ce pas? On ne commence pas une guerre nucléaire parce qu'une guerre nucléaire ne se gagne pas. Ah, mais c'est là où les États-Unis, tu me permettras, ne sont pas crédibles. Les deux seules fois qu'une puissance ait utilisé une arme nucléaire, 2 fois plutôt qu'une, disais-je, dans l'espace de quelques jours, d'autant que les Alliés allaient gagner la guerre de toute manière. Il n'y avait pas une guerre nucléaire. Il y avait quelqu'un qui avait l'arme nucléaire, messieurs. Messieurs, s'il vous plaît, là, je pense que c'est important. Il y avait quelqu'un, un seul, non, on y parle de guerre, s'il vous plaît, là. C'est la seule fois pendant la guerre, quelqu'un a fait usage. Mais maintenant, vous avez au moins 5 pays officiellement qui disposent de l'arme atomique. Si il y a quelqu'un qui utilise l'arme atomique, ça sera une véritable guerre nucléaire. Et le président américain a dit, personne ne gagne une guerre nucléaire. Et c'est pour ça que, si tu me permets, je vais reprendre ma pensée précisément là où tu m'as coupé. C'est pour ça que je dis que s'il est quelqu'un sur Terre qui ne soit pas crédible quant à la mise en garde sur l'utilisation de l'arme nucléaire, ce sont les États-Unis, car les seules fois, disais-je, qu'une puissance est utilisée 2 fois plutôt qu'une arme nucléaire, et ce n'était pas nécessaire puisque les Alliés, de toute manière, gagnaient la guerre, c'était les États-Unis. Et les États-Unis l'ont fait, voilà, et Nagasaki, ils l'ont fait pour faire une démonstration de puissance. Et que je sache, nous existons encore. Et d'autres fois, faisons attention, hein. Il y a eu, dans la guerre du Vietnam, les États-Unis ont utilisé des armes de son arsenal qui s'apparentent à de l'énergie nucléaire et ça a provoqué les effets que l'on sait sur la population, n'est-ce pas, du Vietnam. Donc maintenant, bien sûr que l'arme nucléaire n'est pas l'arme qu'on utilise en tout premier lieu, c'est plutôt une arme, n'est-ce pas, dissuasive plutôt qu'une arme défensive. On l'utilise pour dissuader l'autre. Mais attention, Jean, si l'Occident, entendons les États-Unis, continue de provoquer une puissance continentale comme la Russie, en l'humiliant aux yeux du monde, il n'est pas interdit, Jean, que quelqu'un quelque part dise, écoutez, ne serait-ce qu'au nom de l'honneur de la grande Russie, nous avons un arsenal nucléaire. Ça se peut. Voilà. Mais messieurs, on s'entend. Jean-Emmanuel et Jean-Fils Aimé, on s'entend que normalement, lorsqu'on interdit, on fait tout, le monde occidental, le monde onusien, fait tout pour éviter, pour empêcher l'accession à l'arme nucléaire par d'autres petits pays ou d'autres pays en développement, etc. Et comme quoi, seulement 5 pays devraient détenir cette arme-là. On s'entend que ce groupe select-là ne devrait jamais utiliser l'arme atomique parce que vous partez avec un point de sorte que la guerre que vous allez mener, ça sera une guerre injuste, déséquilibrée, ça ne devrait jamais. Sinon, moi je serais pour la prolifération des armes, de l'arme nucléaire ou des armes nucléaires, et ça justifierait que tous les pays au monde, y compris la Corée du Nord, puissent posséder l'arme atomique si l'arme atomique vous permet d'attaquer un pauvre petit pays avec une arme qui vous donne déjà la victoire au départ. C'est ça. Parce que Joe Biden, je ne pas dit George Bush, Joe Biden, tu dirais Joe Landor, joue sur la peur, comme souvent les Américains le font. Jean a évoqué la question de l'utilisation de l'arme nucléaire.
nucléaires, 2 fois plutôt qu'une, Hiroshima et Nagasaki. Et quand on parle d'armes nucléaires, d'armes atomiques, parce qu'on fait souvent les choses, on dit qu'il n'y aura pas de vainqueur, comme si le monde va disparaître, etc., etc. Non seulement qu'on a utilisé la bombe H 2 fois plutôt qu'une, mais il y a aussi le nucléaire qui a été utilisé à d'autres occasions qu'on n'a pas évoquées. Maintenant, il faut rappeler qu'il y a les armes nucléaires stratégiques et les armes nucléaires tactiques. Dans le cas de Hiroshima et Nagasaki, et dans le cas d'une possibilité de l'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie dans cette guerre en Ukraine, comprenez que ce sont des zones et des communautés ciblées. C'est-à-dire, ce sont des armes qui n'auront pas le même effet que les armes stratégiques. Donc, Emmanuel, tu serais pour l'utilisation d'armes nucléaires dans une guerre. Non, mais, on le dit, non, mais, il me semble, messieurs, il me semble que la guerre, donc le problème ne se pose même pas. Mais quand il y a une guerre, pour la finir, on peut utiliser l'arme nucléaire, puisque l'autre a déjà utilisé l'arme nucléaire 2 fois plutôt qu'une. Ça n'a rien à voir. Bon. Voilà. Sauf que tu n'es ni Poutine. On est en train d'analyser. Je ne suis pas Poutine, tu n'es pas Joe Biden. Je dis que le haut commandement russe, d'ailleurs, ce sont des gens qui étaient à la retraite dans certains cas. Ce sont des stratèges de guerre qui sont revenus et qui faisaient partie, comme ceux de l'OTAN. Et Vladimir Poutine entre aussi dans la logique de la guerre froide, parce que tu as une série de vieux schnocks de la guerre froide qui sont revenus aussi au sein de l'OTAN. Messieurs, c'est dans cette logique que tu as qui fait qu'on ne peut pas écarter la possibilité que la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je préfère la bonne nouvelle. La raison, on le sait. En guerre, il y a une folie meurtrière, on est d'accord, mais à un moment donné, la raison va prendre le dessus, on l'a déjà vu, la raison va prendre le dessus, on va dire, on va pas aller dans ce sens-là. Que veulent les Russes? Que veulent les Ukrainiens? Est-ce qu'on peut trouver une ligne mitoyenne? C'est vers ça. Alors, messieurs, lorsque l'année prochaine, si nous sommes encore en vie, nous ferons le bilan de l'année 2023, j'ai l'impression que cette guerre aura été dernière. Bon, alors, messieurs, oui, on espère, parce que c'est une guerre intense entre deux pays très proches, de plus, donc, c'est une guerre insensée. Cela dit, on va regarder peut-être des situations auxquelles on ne s'attendait pas, mais moi, j'ai vu venir la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, on pourrait analyser la mort de la reine, la disparition de la reine. On pourrait, moi je voudrais surtout que nous nous attardions sur le comportement d'une grande puissance nucléaire, n'est-ce pas, en Europe, avec vraiment une attitude, je dirais, bananière. Avec nomination, démission de dirigeants, premiers ministres du Royaume, n'est-ce pas, à un rythme qui nous a surpris, à plus d'un. Boris Johnson était un farfelu de premier ministre, n'est-ce pas, qui est arrivé au pouvoir à la faveur de circonstances assez bizarres, alors que ça, la prédécesseur de Boris Johnson semblait être beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus premier ministrable qu'elle, et Boris Johnson démissionne. C'est Liz Truss qui arrive au pouvoir, et Liz Truss a duré le temps des fleurs, messieurs. Rishi Sunak, même pas, une bonne fleur dure plus que 42. Messieurs, c'est Rishi Sunak qui prend le pouvoir. Ça, c'est vraiment là incroyable. Et ça, c'est après la sortie de l'UE, hein, du Royaume-Uni, de l'UE.
Donc ça, c'est un pays qui laisse à penser que la démocratie a des tares, hein? Oui, mais c'est plutôt... Beaucoup de tares. Et ça, c'est intéressant que tu le mentionnes, parce que souvent, les Occidentaux, en particulier les Américains, et aujourd'hui le Canada, ensuite après Haïti, nous donnent la fausse impression qu'il n'y a qu'une seule façon de concevoir la démocratie. Or, on réalise que la démocratie est une chose que chaque pays dit avancer, applique à sa façon. Et donc, et là, ce n'est pas la première fois, on se souvient tous de la manière dont le propre parti de Margaret Thatcher s'était débarrassé d'elle. Margaret Thatcher, Jean, se trouvait, vous vous en souvenez, dans un congrès à Paris, juste à côté, lorsque son propre parti a voté contre elle. En sorte qu'elle est partie première ministre et à son retour, elle ne l'était plus. Donc ça, c'est les aléas de la cuisine politique toute britannique. Et c'est vrai que ça a fait rire des Britanniques. Et puisqu'on rit, tu as posé la question de la recette. Il faut la poser. Pourquoi Boris Johnson est parti? Il était un premier ministre farfelu qui imposait des consignes sanitaires à sa Qu'il ne population, suivait pas. que lui-même ne suivait pas. Puis il a menti, n'est-ce pas, à la face du monde. Celui qui l'a remplacé, celle qui l'a remplacé, c'était Liz Truss, etc. Elle aussi, mais j'ai l'impression qu'elle promettait des erreurs en termes de stratégie. Oui, mais comptable. Voilà, mais justement, elle voyait de l'argent du Monopoly partout, mais tu as vu, dès que cet Anglais d'origine indienne a pris le pouvoir, pour s'assurer de durer plus longtemps, mais il a fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, il a utilisé ses croyances indiennes. On l'a vu devant le 10 Downing Street. Il a fait ses prières, il a allumé ses bougies, et en des termes très vaudouesques, il a parlé aux esprits, et le voilà qui reste. Ah non, ne vendons pas la peau de l'ours. Mais pour l'instant, il a passé plus que les 6 semaines de stress. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, tu évoquais Margaret Thatcher, mais on peut remonter avant un peu Winston Churchill lui-même. C'est-à-dire que les Britanniques ont cette manie de pousser le dos de figures importantes à défaut de pouvoir faire les choses un peu dans les règles. Parce qu'il y a toujours ce poids-là, et c'est là où, même si c'est un titre, même si c'est quelque chose de symbolique, mais c'est là où la royauté joue quand même. C'est-à-dire, je me rappelle, et dans le cas de Margaret Thatcher, et dans le cas de Winston Churchill, il y a eu des menées pour pousser Churchill, pour pousser Margaret Thatcher, pour faire avancer Tony Blair. On joue toujours, même quand c'est pas le roi ou la reine qui va prononcer quoi que ce soit, mais c'est un pouvoir qui a des marges considérables pour influencer les décisions dans cette direction. C'est intéressant, comme l'évoquait Jean-Ernest, mais ça traduit aussi cette guerre en Europe, cette guerre en Ukraine, traduit toute la fragilité de l'Union européenne, une fois de plus. C'est-à-dire que jusqu'à présent, et sur la question du gaz, parce qu'on a trouvé une entente, Jean-Ernest disait, si on passe à travers l'hiver, etc., mais ce ne sera pas terminé. Il y aura, si on ne met pas fin à la guerre, il y aura d'autres hivers à confronter, et fais-moi confiance, on n'a pas trouvé ce qu'on a vu là. Non, mais ce n'est pas une solution viable. Mais de toute façon, Jean, on ne tombera pas dans le piège. On ne tombera pas dans le piège de Jean-Emmanuel qui veut revenir sur le dossier de l'Ukraine. L'Ukraine est derrière nous, n'est-ce pas? Parce qu'il a le momentum. On va parler de quelque chose, messieurs, sur lequel je pense que tout le monde va finir par s'entendre. Tout le monde a vu que nous vivons des moments extrêmement difficiles au niveau de l'environnement, n'est-ce pas? L'Europe a connu l'été le plus chaud depuis combien et des dizaines d'années, n'est-ce pas? Qu'on n'a jamais vu ça. C'est à peu près la même chose en Amérique, mais on a vu surtout un peu partout. Hein, on parle par exemple pour l'Europe, 660 000 hectares de forêts qui ont été brûlés.
tout simplement à cause. Mais on a l'habitude de voir ces choses-là aux États-Unis, particulièrement en Californie, oui, mais on dirait que c'est beaucoup plus intense, de sorte qu'on se demande où va le monde. Et messieurs, moi-même, comme constat, à part celui qui n'est plus président au Brésil, n'est-ce pas, qui continue à dévaster l'Amazonie, mais on dirait que tout le monde commence à prendre conscience. Et on vient d'avoir une COP 15 à Montréal, et un tant soit peu, on peut dire que les résultats ont été plutôt positifs. Maintenant, de savoir qu'est-ce qu'on va en faire de ces résolutions qui ont été prises, ça c'est une autre question, mais le monde est de plus en plus conscientisé. Ce que j'ai vu, moi, c'est des jeunes qui se sont levés, messieurs, pour manifester en faveur de l'environnement, de la protection de l'environnement. Oui, et c'est toujours comme ça, Jean, parce que les vieux, ils s'installent dans leurs vieilles habitudes, ils s'installent dans leur mode de vie, et ils sont peut-être moins conscients, moins sensibles, en tout cas, aux enjeux environnementaux. Parce qu'après tout, nous partirons, et nous laisserons la planète, peu importe l'état dans lequel nous la laisserons, à nos enfants, à nos petits-enfants. Et donc, c'est tant mieux que ce soit eux qui prennent justement le flambeau, qui disent, écoutez, réveillez-vous là, si vous ne faites pas quelque chose, eh bien, nous périrons tous. Et donc, c'est un beau signe, c'est quelque chose d'encourageant, même si, reconnaissons-le, on l'a vu, n'est-ce pas, à travers les diverses grandes messes, que ce soit celle de Paris ou bien tout récemment celle de Montréal, les efforts sont là, mais jusqu'à présent, ce ne sont que des discours, car quand on regarde les chiffres, ils sont bien en deçà de ce que l'on dit. Bon, moi je crois que fondamentalement, il faut s'attendre à une amélioration, parce qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Tu as des pays, des grands pollueurs sont en train de faire cette prise de conscience, que ce soit la Chine, et que ce soit les États-Unis, mais aussi d'autres pays du G20. Par exemple, tu as maintenant, au-delà d'une question du CO2 qui est obsessive, qui obnubile tout, et plus on fait des promesses, plus on se rend compte que les promesses ne sont pas tenues, tu as ce souci-là de la biodiversité. La COP 15, on a fini par trouver un accord, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Comprendre que on fait partie de tout et qu'on est en train de se détruire, de ne pas seulement privilégier une partie de l'environnement et négliger une partie de l'environnement, que la mer, que les océans, que ci, que ça, etc. Ça fera penser aussi à des petits pays qui vivent essentiellement sous les villes de Fatma. Et je ne ferai pas de référence spécifique. Mais une autre chose qu'on a vu aussi pendant la conquête, et qui avait retenu mon attention, c'est ces manifestations qui avaient autour du palais des congrès, pour rappeler que dans les discours officiels, il n'y a que pour l'environnement, mais que l'être humain fait partie aussi de cet environnement. Okay? L'écosystème, c'est aussi l'être humain. L'être humain ne détruit pas seulement, mais l'être humain détruit parce qu'on ne s'en occupe pas. Et je crois que ça, c'était un discours fondamental. Ça, c'était quelque chose à soulever, et c'est important de comprendre que la théorie de la première classe en économie versus classe économique, c'est-à-dire que Haïti ne peut pas en train de plonger, tu ne peux pas avoir un continent comme l'Afrique qui sont en train de plonger, qui sont en train de payer les contre-coups des grands pollueurs, et qu'on ne s'en occupe pas, qu'on n'aide pas, et qu'on ne s'attend pas à ce que pour vivre, les gens aient des comportements destructeurs par rapport au reste de l'environnement. Et ce que tu dis là est d'autant plus vrai, Jean, que tandis qu'en Occident, on est en train d'acheter des véhicules électriques, c'est si bien que je pense qu'en 2030, là, la promesse pour le Canada, c'est de réduire les voitures non électriques à quelque chose qui a un peu de chagrin. Et surtout dans oui, la production. Mais devine où on les exporte.
C'est-à-dire, les gens semblent ignorer que ben, le mot écologie veut dire la maison de tous, justement. Nous sommes dans la même maison, d'où ta métaphore. Que tu sois en première classe ou en classe économique, nous sommes dans le même avion. Et si l'avion explose, ben, nous allons tous périr. Alors, donc, messieurs, il y a un équilibre, oui, ben, il y alors, a un équilibre à essayer de trouver. alors Entre ceux qui sont l'équilibre, très avancés et ceux qui sont à la... l'équilibre n'est pas facile, justement, parce que on n'arrive pas à transformer ces emplois pollueurs, n'est-ce pas, qui génèrent du CO2 et autres pollutions, n'est-ce pas, en des emplois écologiques, justement. Comment, parce que justement, Jean-Emmanuel disait, il faut prendre l'individu, l'humain est au centre de l'écologie, est au centre de la biodiversité. C'est de l'humain dont il s'agit. Mais c'est l'humain aussi qui fait autant de mal en utilisant, en prenant certaines vieilles mauvaises habitudes, n'est-ce pas? Et qu'on croit que c'est des habitudes qui sont salvatrices. Pour travailler, ben, il faut continuer à polluer. Pour fonctionner, on ne peut pas partir d'un point, le Montréal, à un point B, Paris, sans utiliser l'avion, n'est-ce pas, qui pollue et qui pollue beaucoup. Alors, c'est cet équilibre-là qu'on n'arrive toujours pas à trouver. Mais Jean-Emmanuel a parlé de transfert, hein, de responsabilité par rapport à ceux qui ont beaucoup pollué pour leur développement, surtout en regard de ceux qui doivent se développer. Est-ce qu'ils sont donc condamnés à ne pas se développer ou tout simplement en utilisant les nouvelles technologies qui balbutient à peine? Oui, et d'autant que, et c'est intéressant que tu le dises aussi avec raison, c'est qu'il y a des étapes dans le développement. L'industrialisation de l'Empire britannique, qui fut l'Empire britannique, a duré quoi? Plus d'un siècle. Bah ouais. Et pour le faire, ils ont commencé par utiliser le charbon, ensuite le pétrole, ils l'ont utilisé massivement, ils se sont enrichis, et maintenant que ces pays-là sont très riches, ils semblent revenir pour faire la leçon à d'autres pour leur dire, écoutez, nous, la voie que nous avons empruntée n'était pas la bonne, mais nous nous sommes quand même enrichis par cette voie-là, vous devriez envisager d'autres voies. Sauf que, il y a le dire et le faire. C'est-à-dire, quand vous avez, prenons l'exemple du Qatar, ou bien des pays exportateurs du pétrole, dont l'économie repose essentiellement sur ce pétrole. Comment peut-on les regarder dans les yeux, et ce ne sont pas des pays dont la population est riche, hein? Comment pouvons-nous regarder ces populations-là dans les yeux et leur dire d'enfouir, n'est-ce pas, leur pétrole et d'essayer de vivre avec autre chose quand la technologie pour vivre de ces autres choses-là n'en est qu'à ses balbutiements. Donc, il y a le dire et le... Ce qui fait problème, Jean-Emmanuel, ce qui fait problème, c'est lorsqu'on ne veut pas croire. On veut être sceptique, on veut être complotiste, on ne veut pas croire qu'il existe des alternatives. Moi, en tout cas, je suis de ceux qui croient que tous les problèmes sont dans la nature, mais toutes les solutions sont aussi dans la nature. On veut convertir les pollueurs, n'est-ce pas, en électricité. Alors, qui devrait être les premiers à prendre le lead de ces changements-là? Mais c'est justement les pays qui tirent leur richesse, surtout, de ces exploitations pétrolières. Et ne pas, comment dirais-je, se faire tirer les oreilles, alors que nous savons que nous sommes en train de scier la branche sur laquelle le monde se repose. Je évoquais par exemple tout à l'heure les pétro-monarchies. Et c'est intéressant de voir que les pétro-monarchies, qui sont des alliés des Occidentaux, jusqu'à présent, étaient gérés de manière très bien vue. Ce sont des alliés. D'ailleurs, on pressait sur le bouton pour augmenter la production, etc. Stratégiquement, c'était utilisé d'ailleurs par l'Occident, pour ne pas dire les Américains, pour politique par rapport au reste du monde. Mais justement, ces populations des pétro-monarchies qui ont un niveau de vie considérable, hein, on dit bien,
dans les pays africains qui sont, dans certains cas, des pays émergents, qui possèdent le pétrole, le Nigeria, etc. C'est brusquement à ce moment-là que le pétrole devient un poison dont il faut se défaire. Et il y a un pays dont on dit le sous-sol se compose essentiellement de pétrole qui n'a toujours pas extrait 1 litre de pétrole. Et là, le pétrole est devenu... Bon, alors, cela dit... Mais soit dit en passant, il faut comprendre aussi, et Jean a évoqué la question des véhicules, j'étais sur la route avec les enfants. Et on regardait le nombre de véhicules neufs. D'ailleurs, on a l'impression que certains concessionnaires n'ont jamais été aussi populaires. Les Jeeps, par exemple. Les Jeeps, les Ford, les gros camions tout-terrain sont à la mode, mais pas à peu près. C'est-à-dire que tu te dis qu'il y a le discours, ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y a cette dissonance verbo-conceptuelle de l'Occident. C'est-à-dire que tu as les grandes compagnies qui, eux, agissent différemment. Et puis tu as la conscience occidentale, la bonne conscience occidentale qui te dit on va faire, on va conscience, interdire, etc. Sauf qu'on voit. Conscience plastifiée. Exactement. Alors, cela dit, du moins, nous, bon, alors nous allons maintenant parler un peu de Xi Jinping plus précisément là, messieurs. Nous avons assisté en 2022 aussi la prise totale du pouvoir par Xi Jinping. Au 20e congrès du PCC, il a été nommé président de la Chine. Est-ce que on dit président à vie de la Chine? Il a la capacité de prolonger son mandat ad vitam aeternam. D'ailleurs, il y a eu un président américain, c'était le 45e président, je crois, des États-Unis, avoir dit j'aimerais être à la place de Xi Jinping. Mais Xi Jinping, messieurs, a pourtant, malgré tout le pouvoir dont il dispose, n'est-ce pas, fait preuve de certaines retenues. Oui, on a vu un bras de fer qui semble s'amorcer avec Taïwan, mais avec dans certains autres dossiers. Exemple, c'est sa main-d'œuvre. Avec une politique zéro Covid, n'est-ce pas? C'était zéro Covid au départ, et on a vu en Chine, la Chine de Xi Jinping, la Chine de tous les emprisonnements et de tous les dangers, qui a accepté d'entendre les revendications de sa population à l'effet de mettre un terme à la politique zéro Covid. Et depuis, en Chine, on a plein de Covid. Et Jean, moi, j'aime bien, félicitations pour la manière dont tu amènes les choses. Les peuples ne sont pas tous au même niveau et les peuples n'évoluent pas tout le temps au même rythme. On se souvient de Place Tiananmen, pas vrai? Comment l'armée chinoise a littéralement massacré les étudiants qui ont voulu, si vous voulez, démocratiser le système. Le système a dit non. Et il s'agissait quand même de la jeunesse estudiantine chinoise. Mais là, nous sommes quoi, 30 ans plus tard, tandis que vous avez un président lâchant le mot à vie, mais il comprend que 30 ans plus tard, il ne peut pas refaire un tiers-même avec une population qui dit, écoutez, notre politique sanitaire est peut-être trop austère, mettons un peu d'eau dans notre vie. Et tu sais ça, hein, c'est l'effet de la mondialisation. N'ayons pas peur de le dire, le monde est devenu un village global. Les jeunes en Chine, ils voient comment ça se passe au Canada, ils voient comment ça se passe en France, ils ont bien vu, n'est-ce pas, les gilets jaunes, puisqu'il y a un échange terrible entre les étudiants français et les étudiants chinois, et Xi, parce qu'il fait partie d'une vie internationale, mais d'abord c'est le grenier du monde, eh bien, il ne peut pas se permettre de massacrer sa population. Et mon petit doigt me dit, Pierre, que il a vu comment le monde traite les Russes. Il dit, nous, on n'a pas intérêt à être mis au banc de la communauté internationale, comme ils sont en train de faire pour les Russes, mettons un peu de. C'est ta sagesse. Et j'aime la façon dont Jean analyse. J'espère que Jean-Emmanuel va aller dans le bon sens. Il y a deux choses. Il y a la première, sur laquelle j'étais d'accord à vous-même qui me le disent, parce que je pense qu'on l'avait
aussi analyser de cette manière. Il y a deux éléments essentiels. Le premier, c'est que la Chine avait une réputation à sauvegarder parce que la première crise Covid avait débordé les frontières chinoises et avait eu des répercussions terribles sur les communautés chinoises à travers le monde. Ok? Que c'est un virus chinois, d'une part, mais deuxièmement, que c'est la Chine qui nous mettait dans cette situation-là. Donc c'était à la Chine de gérer la chose à la source. Donc c'était ça le premier problème de conscience à gérer. Là, le deuxième problème, c'est que je suis d'accord avec vous sur le fait que la Chine ne pouvait pas se permettre, dans un contexte où elle a quand même, ou est encore en train de se mettre en médiatrice, se positionner en médiatrice dans une crise, dans une guerre, et donner l'occasion que le monde entier la mette au banc, la remette au banc, parce que la Chine a déjà été au banc, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, celui qui était au pouvoir est mort il n'y a pas très longtemps à l'époque de Tiananmen. Maintenant, je disais aussi à Jean-Ernest une autre chose que je pense est fondamentale. Nous sommes en train de vivre une crise mondiale en lien avec la Covid, mais une crise au-delà de la guerre en Ukraine, bien avant la guerre en Ukraine, qu'on a connue depuis la Covid, à cause de la rupture de la chaîne de production asiatique, dont la Chine est le maillon le plus important. Donc, la Chine, dans ce concert mondial, reçoit aussi quelques pressions, du moins des négociations serrées, pour dire, vous ne pouvez pas continuer, on est à la veille on est déjà dans la dynamique d'une dépression. Ou inflation. Oui, l'inflation est déjà là. On parle d'une dépression. On est déjà dans cette dynamique. Tu ne peux pas, tu dois faire ta part. Tu ne peux pas nous pousser là-dedans. Et tu sais que tu es un élément essentiel du maillon. Moi, je crois que quelque part, il y a tout ça qui... Messieurs, peut-être... Oui, oui. Comme quoi, les humains sont capables de rêver. Sont perfectibles. Mais mieux encore, messieurs, je vois la chose de manière beaucoup plus astucieuse. Parce que le plan de Xi Jinping n'est pas mort. Au contraire, en 2022, Xi Jinping, la route de la soie, Xi Jinping est plus fort que jamais. Xi Jinping, si on nous dit, messieurs, on est capable d'analyser, je sais que nous sommes capables, lorsque nous sommes entre nous, là, pour dire les vraies affaires. On a dit que c'est une guerre de l'Ukraine qui concerne les Américains et la Russie, l'Occident et la Russie. Comme quoi ça n'aurait pas profité à Xi Jinping à la Chine. La Chine, pendant cette guerre-là, est de tout repos. La Chine n'a aucun problème, malgré que le président américain a dit que c'est Xi Jinping qu'il faut voir. Quant à Vladimir Poutine, on s'en occupe pas. Mais non, pendant ce temps, tout se passe très bien chez Madame la Marquise la Chine, n'est-ce pas? Parce que on n'a pas de problème. On a eu des ententes entre-temps avec le Canada. Réglons le problème avec le Canada, qui était un problème causé par les États-Unis. Les États-Unis ont permis de résoudre ce problème. On a libéré les prisonniers, etc., etc. Et la Chine, tout coule pour les Chinois qui n'ont pas à dépenser beaucoup d'argent pour une guerre, n'est-ce pas? Et qui jouent du wait and see avec Vladimir Poutine. Non, la Chine, oui, a son projet d'être la première puissance dans le monde et fait son chemin pour devenir la première puissance en gardant les ouvertures autant à droite qu'à gauche, au nord qu'au sud. Oui, mais voilà, tu l'as dit, la formule qu'il faut ressusciter, c'est la formule de la route de la soie. C'est ce qui a fait connaître la Chine dans le passé, parce que tout utilisait la soie chinoise et la Chine, n'est-ce pas, distribuait donc cela. Et on reprend la formule pour dire que, au fait,
La véritable diplomatie de la Chine, c'est la diplomatie du dollar. Et cela comprend pourquoi la Chine fait toute son expansion, n'est-ce pas, en Afrique. La Chine, tu l'as dit, n'est-ce pas, est de tous les fronts, sur tous les lieux. Et ce n'est pas une agressivité militaire. La Chine, même si elle sera peut-être plus vite qu'on ne le pense, la première puissance économique, dans le concret, elle l'est déjà. Elle l'est déjà. Mais la Chine n'a pas la prétention d'être la première puissance militaire. Son armée sera mise au service de son dollar. Et Jean, tu me permets, elle est la première puissance. Et puis, quelqu'un nous a rappelé que la politique chinoise a toujours été de travailler comme des fourmis, n'est-ce pas, mais de ne pas être comme le pan. Lorsque le président américain avait besoin d'avoir l'assurance que la Chine resterait toujours en arrière, le président Xi Jinping a dit non, nous n'avons aucune prétention. Mano l'a dit, mais c'est formidable. C'est la philosophie même asiatique, c'est la philosophie chinoise, même si ne pas perdre la face est important. Non, c'est autre chose. Donc maintenant, et c'est tellement édifiant pour nous, Haïtiens, de prendre l'exemple de la Chine. Lorsqu'on parlera d'Haïti, dire qu'il y a 60 ans seulement en Chine, quand il y avait un décès dans une famille, on s'en réjouissait plus que pour une mortalité, parce qu'on bouffait le cadavre. Et 60 ans plus tard, genre, la Chine est-ce qu'elle ne l'est pas encore? En tout cas, elle est sur le point d'être la première puissance économique, comme quoi, quand on veut, on peut. Jean-Ernest, on faisait la quête dans les écoles congréganistes où on était. Chez les frères, c'est pour les petits Chinois. Oui, on faisait la quête pour les petits Chinois. Bien sûr. Alors, voilà. Et on voyait la morale de cette histoire, rapidement, messieurs. Alors, si tu veux arriver avec la morale de cette histoire, Jean-Yves. Oui, absolument. Oui, la morale. La morale de cette histoire, c'est que quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut, mais je terminerai par une chose. Les Américains, et vous avez, Jean-Ernest l'a évoqué, un président américain, il n'a pas dit c'était Barack Obama. Xi Jinping avait promis à Barack Obama qu'il n'en fut rien en termes d'inquiétude. Non, mais récemment encore, au président. Je veux dire une chose. Au président actuel, hein. C'est parce qu'il l'avait déjà fait à Barack Obama. Mais je veux dire une chose aussi, que la Chine ne sera pas dans les 10, 20 prochaines années un ennemi des États-Unis. Parce que les économies sont trop liées. Parce qu'il ne faut pas oublier, le plus grand prêteur des États-Unis, la dette, c'est la Chine. Et les Américains ne vont pas pour autant ne pas considérer la Chine comme étant un compétiteur. Alors, messieurs, c'est le statut de la Chine. C'est un compétiteur, alors que la Russie va demeurer un ennemi. Alors, messieurs, moi, j'aime tellement ça, là, quand on dit le yin et le yang. Celui qui te doit ne peut pas être ton ennemi, qui te doit de l'argent, parce que en politique internationale, il suffit de dire, il suffit, non mais la faillite, si faillite il y a, tu es failli également. Ça, donc tu n'as aucun intérêt. Et ce que les gens doivent savoir, l'une des plus grandes détentrices de dollars américains, mais c'est la Chine.